Je te reçois, Eric, mais je ne reçois pas le référent. Allô, vous êtes là? Allô? Eric, tu me suis? Oui, oui, je te suis. Ok. Je vois son écran, mais je n'entends pas sa voix. Vous me suivez maintenant? Oh, non, super. Donc, c'est bon, on continue ou C'est bon, il manque une personne là, apparemment. il manque une personne là, apparemment. C'est bon, on Deux t'écoute. personnes, ouais. Ok, ok, ok. Donc on continue. On était sur Mercedes. On était sur Mercedes. Vous me suivez, non? C'est bien. Donc, on voulait analyser. euh, on, on voulait analyser le- 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 les dividendes de Mercedes euh, sur les années passées. Donc, sachant que Mercedes est une entreprise en principe stable et qui a principalement pour rôle de payer. Hein, leur rôle, c'est de donner de l'argent à leurs actionnaires. Et ça, c'est visible ici. Vous voyez que tant qu'il n'y a pas de crise, Mercedes paye des dividendes de l'ordre de 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 7% par an. À partir de 2019, ils sont entrés en crise, ils ont diminué dans la dividende, mais à partir de l'année prochaine, ils projettent, n'est-ce pas, de payer des dividendes très élevés en termes de rendite. Donc, c'est ça. Oui, c'est la prévision. En principe, ils font toujours une projection sur, ils font une projection sur plusieurs années. Ils disent, bon, voilà, en 2020, on va payer 2,13% de rendite, de dividendes. Ça, c'est en valeur absolue. En 2021, ils disent que ça, c'est la projection. C'est pour ça qu'il y a des traits là, des étoiles là. Et maintenant, le moteur boursier calcule le rendite à peu près comme par rapport aux critères dont j'ai parlé. C'est-à-dire que quoi? En 2021, aujourd'hui, Mercedes, l'action de Mercedes est à 27,95 €. Et on dit donc, OK, partons sur notre charte là et prenons la calculatrice. Disons 2,49 divisé donc par 27. Ça fait 9% de rendite. Et comme ils font une moyenne sur l'année actuelle, en principe, ils se retrouvent donc avec une moyenne de 8%. Tu vois, 8,9%. Mais tu vois que c'est pas loin de ce que j'ai calculé en prenant le chiffre actuel. Hein, si j'avais même pris, peut-être, ça aurait même donné 27,95, disons 2,49 divisé par 27,95. Ça fait donc les 8,9%. Donc, ils prennent même la valeur actuelle
Vous voyez que si sur l'année, sur les 6 mois passés, l'action de Mercedes a baissé, on se retrouve avec un coût très bas. Un coût très bas, on parle là de... si on prend 6 mois, si on prend les 6 mois de cette année, on se retrouve avec une moyenne peut-être de 30 € en moyenne. Ils vont dire, OK, à partir de... Nous sommes ici en janvier. D'exemple, janvier, là, on prend le coût ici de 40 €, on prend le coût ici de 7 € et on fait une moyenne, on se retrouve quelque part là. Et je pense que c'est ce genre de chiffre qu'ils utilisent. Bon, en principe, l'essentiel, c'est donc ça, de dire, OK, il y a des projections qui font dans le futur et basées sur le cours actuel, on calcule un rendit dans le futur. Donc, ces chiffres-là varient chaque jour. Ces chiffres aussi varient chaque jour. Ce qui ne varie pas, c'est la hauteur du rendit. En fait, pardon, la hauteur nominale de l'argent qu'ils vont payer, les dividendes qu'ils vont payer. La hauteur nominale ne varie pas. Donc, je vois qu'on a assez parlé d'actions, de dividendes, de stratégies. Je vous ai expliqué les deux principales stratégies que moi j'ai. Il y a beaucoup d'autres stratégies. La stratégie de dividendes des actions technologiques pour avoir une croissance en valeur et la stratégie des entreprises qui paient des gros dividendes. Donc, mais plus généralement, on était au niveau des risques. Et on disait, il ne faut pas investir dans les phases hautes. Quand il y a l'euphorie, quand tout le monde est content, quand le monde dit que oh, la bourse va bien, tout va bien, l'économie, boum, c'est là où il ne faut pas investir en bourse. Quand on dit que c'est le moment de la crise, là, c'est là où il faut investir. C'est pour ça, en fait, qu'actuellement, à mes yeux, c'est un moment assez intéressant pour investir. Si vous regardez sur le maximum, sur 5 ans, pendant 5 ans, vous voyez que sur 5 ans, l'action de Mercedes n'a jamais été aussi basse. Donc, on se dit que si Mercedes survit à la crise, ils vont remonter à des degrés plus élevés. Ils vont remonter peut-être à 90 €, peut-être. Mais il n'y a jamais de garantie en bourse. Personne ne peut te garantir quoi que ce soit. Voilà, retournons sur notre risque. Vendre au mauvais moment. Bon, on en a parlé, non? Tu investis dans la phase haute, au mauvais moment. On pourrait même prendre aussi l'action de Continental. Continental. Bon, prenons le maximum. Donc, et ici, une fois de plus, on revoit le même phénomène. On dit, si quelqu'un investit ici, il achète des actions de Continental à 100 € parce qu'il y a l'euphorie, une fois de plus. C'est-à-dire que de 2003 à 2006, il y a l'euphorie. Les gens sont contents, l'économie va bien, on dit, oh, vraiment c'est bien, tout va bien, tout le monde est content. Si quelqu'un vient acheter ici au sommet de l'euphorie, alors il tombe rapidement. Quand la crise vient, c'est la crise 2008, vous voyez que l'action est descendue jusqu'à 10 €. L'action ici était à peu près entre 10 et 20 €, ici, là. Celui qui investit en pleine crise, au milieu de la crise, achète à 10 € l'action. Et pendant la phase euphorique, il a l'embarras du choix. Quand est-ce qu'il vend? Parce que ici, juste un an plus tard, l'action a doublé, a été multipliée par 5, à 50 € ici, au-delà de 50 €. Beaucoup plus tard, en 2015, on se retrouve jusqu'à 230 € l'action. Tu as investi 10 € ici, tu te retrouves ici à 230 €. C'est des sommes, c'est vraiment la multiplication de l'argent par des facteurs énormes, là. Mais on voit aussi que la crise venant, l'action est en train de dégringoler. L'action quitte d'une hauteur de 250 € à une valeur, à un prix aujourd'hui c'est combien ici, là? C'est 70 €. Une division par plus de 3. C'est terrible. Donc, si quelqu'un, chaque fois, c'est toujours la même leçon. Ne jamais investir dans l'euphorie. Quand l'économie va bien, n'investissez pas.
quand il y a crise là, c'est là où il faut acheter parce que les gens ont peur. Il faut toujours faire le contraire de ce que la majorité. Donc, on voit aujourd'hui qu'avec la crise actuelle, les gens vont vendre leurs actions et vont faire des pertes terribles. C'était ça un peu les risques. Donc, en principe, quand vous investissez en bourse, vous pouvez perdre énormément d'argent si vous investissez mal. Si vous investissez mal. Mais le problème, c'est que personne ne sait jamais exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'en crise, les actions sont basses, les prix des actions sont bas, et en période d'euphorie, les prix des actions sont élevés. Donc maintenant, chacun choisit où il va investir. Maintenant, on va revenir sur et mon propos de départ de dire entre 10 et 20% de taux de rendement sur dividendes ponctuels, même en temps de crise. Bon, on a vu déjà que c'était réaliste. On a vu déjà même qu'avec juste les prêts aux États africains, vous faites 10, 12%, 15% sans problème. Maintenant, il y a des entreprises qui sont spécialisées, à part l'assurance, il y a des entreprises qui sont spécialisées pour payer, pour pondre des œufs, pour payer des dividendes à leurs actionnaires. C'est en principe les entreprises qui sont spécialisées dans les infrastructures. Il y a une entreprise qui s'appelle Kinder Morgan aux États-Unis d'Amérique. Cette entreprise-ci, elle est spécialisée dans les infrastructures pétrolières. Donc, c'est eux qui ont les pipelines. Le Canada, les États-Unis, entre le Canada et les États-Unis, il y a beaucoup de pipelines. Donc, cette entreprise-ci, c'est à elle qu'appartient beaucoup de pipelines qui relient les deux pays. Et donc, cette entreprise est une entreprise qui est spécialisée parce qu'en principe, c'est quoi? Le principe, c'est quoi? Ils achètent le pipeline et ils prennent les guebules par an. Ils remettent à leurs actionnaires, c'est tout. C'est ça le modèle. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'ils auront toujours de l'argent parce qu'en principe, le pétrole va continuer de couler. Tant que le pétrole coule, l'argent, et tant qu'ils ont de l'argent, ils vont continuer de payer l'argent, n'est-ce pas, à leurs actionnaires. C'est donc un modèle, n'est-ce pas, qu'on peut faire. Vous voyez ici que justement, si on regarde le calendrier des dividendes, ici aussi, on a des dividendes assez importants à tout moment. Vous voyez que, quel que soit le moment, ils ont toujours payé des dividendes. Voilà, dividendes en valeur absolue. Ils ont toujours payé des dividendes. Ils ont peut-être dû. À un moment, ça c'est les crises pétrolières. On a eu des crises pétrolières terribles ici. Le prix du pétrole a baissé. Quand le prix du pétrole baisse aussi, eux, ils sont aussi en difficulté. Mais ils payent toujours. On voit là, donc ils payent dépendant, n'est-ce pas, des années, disons, en moins 5%, 6%. Donc ça, c'est un exemple d'entreprise, n'est-ce pas, qui investit dans l'infrastructure. Il y a des entreprises, des fonds passifs qui ne sont pas managés, qui sont spécialisés, qui sélectionnent en particulier les entreprises qui payent de hauts dividendes. Donc, c'est un groupe, c'est des groupes d'actions où il y a beaucoup d'actions comme celle-ci à l'intérieur qui payent beaucoup de dividendes. Donc, ça, c'est par exemple ce dans quoi je suis investi moi-même. Donc, ceci. C'est un fonds passif. C'est un fonds passif qui est aussi touché par la crise. Vous voyez que le coût a baissé pendant 5 ans. Le coût a baissé, était à peu près de 100 € là, et aujourd'hui à 45 €. Donc, il y a une division par 2 sur 5 ans. Par contre, cette entreprise, ce passif, paye des dividendes très intéressants. On va regarder les dividendes se font sur le site de son émetteur. Donc, le fonds passif est émis par DK. DK, c'est l'entreprise qui gère les fonds de la Sparkasse. Donc, sur le site de DK, vous pouvez voir les données liées à ce fonds d'investissement, ce fonds passif. Non. Allons vers le bas, puisque ce fonds-là, déjà, comme le nom l'indique, c'est un fonds qui donne le maximum de dividendes sur les entreprises du DAX. Donc, ils vont dans les entreprises du DAX, pas du DAX 30, du DAX en général, et choisissent celle qui donne le plus haut nombre de le plus haut type en fait, les plus grands dividendes.
So, et vous voyez ici qu'elle paye la dividende, n'est-ce pas, au rythme annuel, en fait, 4 fois par an. Hein, ça. Les frais de management sont bas, c'est 0,3%. Et ici, vous allez voir, on voit une consolidation des rendites. Voilà, ça c'est la consolidation. Ausschüttungsrendite. Donc vous voyez que sur quel que soit le cas, ces trucs sont plus solides et donnent des rendites intéressants. Vous voyez les rendites ici là. Donc les rendites varient, sont plus solides que les rendites par exemple de Mercedes qui en temps de crise vont dans l'indemne. Hein? On a vu qu'en 2009, Mercedes a payé 0% de rendite. Vous me suivez? Ah bon, c'est bon. Merci. C'est bon, continuons. D'accord. Vous voyez que je suis investi moi-même dans ce fonds passif parce que quelle que soit l'année, crise ou pas crise, il paye les dividendes élevés. Vous voyez, c'est assez consolidé là. C'est-à-dire que le minimum, c'est 5%. Le maximum, je vais jusqu'à 8%, 8,4, 8,7 et même 9%. Donc, ici, quand j'investis dans un truc comme celui-ci, mon objectif, je ne regarde pas trop le cours. Si je regarde le cours, si je veux chercher le cours, l'augmentation du cours, je vais chercher Amazon. Si je veux avoir un salaire, on va dire, comme on a vu là, ça, il paye chaque 4 fois par an. Si je veux avoir un salaire chaque 3 mois, alors j'investis dans une histoire comme ça, qui me donne donc, disons, vu le coût actuel, me donne presque 9%. Donc j'ai investi 1000 euros dedans, ça me donne 90 dividendes. En fait, la valeur de 2019, non, c'est celui-ci. C'est-à-dire que quoi? Cette année, ils vont payer à peu près 4,1 euros. Ça va équivaloir à 8,98% par rapport au coût actuel. C'est-à-dire au coût qu'on a ici, ce coût-ci là. Le coût là, c'est, on a vu ça tout à l'heure, c'était comme 45 euros. Et 8,98. Mhm. Voilà, c'est celui-ci. Ils viennent ici, ils disent, OK, prenons la calculatrice. Tu as dit combien? 55 euros. Ils prennent la valeur ici, ils prennent 4,1 divisé par 55. Ça va donner 7,5. Et c'est 7,5 qu'il y aura ici. Si tu fais, c'est même simple. Le chiffre, si ça vient d'où? Ça vient de la valeur actuelle, c'est 45 euros, non? Donc, tu prends 4,1%, 4,13 divisé par 45, ça va te donner à peu près donc les 8,95. Bon, je n'ai pas pris. Ça, c'est par rapport au coût peut-être de vendredi, mais vous voyez que les coûts sont à peu près cette valeur-là, quoi, 0,09, donc 9,1. Et ici, c'est 0,8,98. Il n'y a pas un grand avantage. En général, ils prennent les coûts d'un jour avant l'histoire comme ça, quoi. Donc, ça ne varie pas tellement. Mais en principe, c'est ça le principe de calcul. Donc, mais moi qui ai acheté, je crois que je t'avais même montré ça, Eric, j'avais acheté quand c'était descendu. Voilà, tu as vu que c'est à 37. Effectivement, c'est même encore descendu à 34 ou 30, quelque chose. Moi, j'ai acheté quand c'était à 38. Donc, avec mes 38, quand moi j'ai acheté à 38, donc ça veut dire que mon rendite, c'est donc les 4,1, donc
4,13 divisé par 38. Donc, mon rendit à moi personnel, ce sera, pour cette année en tout cas, ce sera 10,8%. Donc, question? Donc, je vais poser une question à ce sujet. Ça veut dire que si celui qui avait acheté au moment où c'était à 37 euros là, Mhm, il avait acheté pour, mettons, il avait mis 3700 euros. mhm. Ça fait 1000 actions. Oui, effectivement. Non, Bon. non, pas 1000, pas 1000, Non, 100. pas 1000, pas 1000. 100. 100, non. Oui, prenons 100. Ça veut dire qu'à la fin de cette année-ci, on lui verserait 10,6% de ces 3700 là, ce qui correspond à environ 300, non, 370. 370 euros Voilà. qu'il aurait gagné en un an. Non, 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 pardon. Non, S'il non, met non, 10 000, pardon. s'il met 10 000, il a 3 000, il a 3000. il a 10%. S'il met 10 000, il a 3 700. 3700. Non, si on parle de 3700, c'était environ 100 parties, 100 Ah non, parts. pardon. Non, 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 sorry. Ah non, C'est moi qui non, j'ai non, mal, j'ai mal sorry. réfléchi là. C'est moi qui Ah, on est j'ai d'accord, j'ai mal effectivement, réfléchi là. s'il a On est 3700, d'accord, effectivement. S'il a s'il a investi 3700, 3700 à un rendit de s'il a investi 10%, 3700 ça fait à un donc rendit de qu'il a 10%, donc ça fait donc qu'il a donc effectivement 370. 370. Ouais. 37. 10%, 370, c'est vrai. Hmm. Moi, je suis toutes les choses là 2 fois. Hein. Je sais pas pourquoi. Je choses là 2 fois. Hein. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis 2 fois. Il y a un écho. Bon, je ne sais pas d'où ça vient. Essayons seulement de continuer avec. Ok. Donc, allons-y. Bon, maintenant, on a fini avec le ETIAS, le deuxième truc. Maintenant, il y a des entreprises qui font beaucoup dans les transports, qui payent aussi des dividendes très, très intéressants. Je vais prendre un exemple là. On va aller derrière là. Hop. Donc, on va prendre Watson. Frontline, c'est une entreprise qui fait dans le transport des passagers, enfin pas des passagers, le transport par bateau, le bateau de plaisance là. Ces entreprises-là, en général, payent énormément de dividendes. Énormément de dividendes. Et on va voir ici. Bon, celle-ci n'est pas très performante. On voit des rendits de 4 à 12%. Bon, c'est déjà pas mal. On prend une autre. On prend Ship Finance. On prend celle-ci. Non, j'ai cliqué au mauvais endroit. L'école est partie, c'est bon. C'est pas ce qui faisait ça. Bon, ici, on n'a pas de dividende pour Chip Finance. Voyons voir si je trouve une autre.
Dans le site, s'il n'a pas de dividende pour Shift Finance, voyons voir si l'autre site là. Comme je vous expliquais là, ce n'est pas toujours toutes les entreprises qui ont les dividendes de tous les sites qui ont les dividendes de toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont localisées aux États-Unis d'Amérique et c'est souvent les sites des États-Unis qui ont toutes les données. Tu vois, celui-ci n'a même pas le coût. C'est pas bon. C'était Wall Street. Donc, ceux-ci ont les quoi? C'est les Américains, ils ont le coût. Voyons voir s'ils ont les dividendes. L'entreprise est localisée au Bermuda. C'est les entreprises vraiment qui sont spécialisées dans le fait de ne pas payer les impôts là. C'est eux là-bas. Oh, bon, je ne trouve pas de dividendes pour cette entreprise, mais en principe, ce que je vais vous expliquer en principe, c'est le principe de ces entreprises. Le principe, en fait, c'est que ces entreprises, si vous cherchez des entreprises qui font beaucoup dans le transport des passagers pour les bateaux de plaisance, tout ça, elles en général payent des dividendes très élevés. Donc, dernier truc, parlant de dividendes, le site OnVista est très bien pour chercher les entreprises qui payent le plus de dividendes. Bon, si c'est pour les trouver les entreprises dont le coût va vers le haut, c'est très facile. Et que vous n'avez qu'à cliquer, regarder les entreprises technologiques, celle qui vous vient en tête là, vous regardez le coût, vous allez voir que le coût va vraiment vers le haut. Vous cherchez des entreprises qui payent des dividendes élevés, vous pouvez faire une recherche ici. OnVista, Action Finder. Et vous dites les actions de l'Allemagne, actions, pays, Allemagne, le secteur vous laissez ouvert et vous voulez qu'on vous montre pour actuel le dividende rendite. Maintenant, en termes de dividende rendite, vous pouvez vous laisser donner les dividendes rendite de 2020. Le coût, donc on vous donne les dividendes de 2019, mais avec un dividende rendite de 2020. Et vous laissez filtrer ici. Voilà. Bon, il y a des trucs ici qui embêtent souvent, mais vous allez voir ici, ça commence à partir d'ici. Vous allez voir qu'une TUI, d'entreprises comme TUI qui ont déjà le coût, dont le coût a vraiment baissé. Si vous comparez le dividende de 2009 par rapport au coût actuel, qui a baissé massivement, vous vous apercevrez qu'on a un rendite de 16%. Il faut faire attention ici parce que ici c'est en US$, mais le dividende ici c'est en euros. Donc il y a une petite conversion à faire pour arriver, n'est-ce pas, à 16%. Vous allez voir que certaines banques, comme la Arial Bank, c'est une banque qui, en général, paye énormément de dividendes. Arial Bank a toujours des dividendes très élevés, quoi. 7-10%. Des entreprises, n'est-ce pas, comme les Deutsche Pfandbrief Bank, aussi ont des dividendes toujours élevés, 11%. Et voilà, comme les bijoux Brigitte, là, ils payent des bons dividendes. Et surtout les trucs de... c'est l'immobilier Deutsche Euroshop a perdu énormément d'argent actuellement va la boursière parce que Deutsche Euroshop, vous connaissez le chef modèle de Deutsche Euroshop? Qui connaît ça? Deutsche Euroshop. Non, c'est Deutsche Euroshop, c'est Auto, vous connaissez l'entreprise Auto, non, qui est en ligne là. La famille Auto, c'est elle aussi qui est visite, n'est-ce pas, Deutsche Euroshop. Ils font dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'ils font? Les shopping centers, le bâtiment, là, les gros bâtiments shopping énormes là. C'est eux qui betreiben ça. Donc, ils achètent ça, ils fabriquent, ils en construisent et ils louent ça aux gens. C'est ça, en fait, le principal modèle de Deutsche Euroshop. C'est ça le chef modèle. C'est de betreiben les gros bâtiments, n'est-ce pas, Einkaufszentrum, quoi. C'est le modèle. Ils ont perdu beaucoup de valeur boursière parce que, comme vous savez,
le gouvernement a permis aux entreprises qui sont en difficulté de ne pas payer les loyers pendant 3 mois. Donc, eux, ils vont avoir beaucoup de difficultés. C'est pour ça donc que comparé le dividende de 2019 comparé à leur coût actuel, donne un dividende rendu de plus de 8%. Les Hugo Boss, ça c'est des gens qui payent beaucoup de dividendes. Il y a beaucoup de trucs, quoi. Téléphonique à Auto, les gars qui nous poursuivent, qui poursuivent nos petits frères avec les Reich Anwalt, la fatiguée. Ils payent aussi des très bons dividendes, quoi. Pour les investisseurs, c'est très lucratif. Telefonica, BASF, c'est la chimie, tout ça. Tick Trading Software, bon, il y a beaucoup de fausses entreprises là. C'est aussi l'immobilier, TLG Immobilien. Il y a aussi les histoires de jeux là, les jeux de hasard là, Bet at Home. Ils donnent toujours énormément de dividendes. Ils escroquent les gens au quartier, Glücksspiel, et ils viennent donner ça à leurs actionnaires. Ils payent toujours des dividendes élevés. Regardons même dessus, lancez un coup d'œil dessus. Bet at Home. La crise ne laisse personne. Hein, leurs coûts aussi sont menacés. Mais en termes de dividendes, vous allez voir que, effectivement, ils payent des dividendes toujours élevés, quoi, dépendant de l'année. C'est qu'ils ont payé 14% en 2018. C'est énorme. Alors ici, on va voir encore fondamental. On va voir un peu plus de rendite. Donc, vous voyez les dividendes des Glücksspiel, Glücksspiel Industrie. Alors, ils ont des 9%, 7%, 14%. Bon, 2019, apparemment, ça n'a pas bien marché. Mais vous voyez que la projection sur le long terme est des dividendes très élevés par rapport au marché. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ici, je voulais vous montrer comment rechercher les entreprises à haut dividende vous-même. Vraiment, ce qui vous intéresse, vous achetez. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que là, on a fini avec le truc. Maintenant, ouais, vas-y. Le coût n'est pas trop intéressant. Le coût lui-même n'est pas intéressant parce qu'en fait, le coût, c'est quoi? La division qu'ils ont fait. C'est-à-dire que si mon entreprise a une valeur d'1 milliard d'euros, je décide de diviser mon entreprise dans 1 milliard de parties, alors mon coût est à 1 euro l'action. Si mon entreprise a une valeur de 1 milliard, je décide de diviser ça plutôt en 100 millions d'actions. Alors, chaque action vaut 10 euros. Tu vois, ça dépend de la division qu'on fait, mais c'est égal. Si tu as 1000 euros, tu mets dedans. Si c'est 1 euro, tu achètes. Si c'est 10 euros, tu achètes 100 actions. Si c'est 1000 euros une action, tu achètes une action. Mais à la fin, le résultat est le même. En termes de dividendes, en termes de croissance d'actions, c'est exactement la même chose. Naturellement, les entreprises qui ont des coûts élevés, c'est-à-dire comme Amazon, donc où tu achètes une action à 2200 euros, naturellement, elle aura plus de difficultés à trouver des gros handlers, des petits handlers. Les gens qui veulent investir seulement 1000 euros ou 2000 euros ne vont pas acheter, prendre les 2000 euros pour acheter une action d'Amazon en général. On préfère aller acheter 2000 actions de Telefonica. Ouais, mais en principe, en termes de résultats, non, c'est la même chose, hein, vraiment. Du point de vue, parce que c'est ton argent que tu mets dedans. Si tu as 3000 euros, tu mets dedans. Tu as 10 000 euros, tu mets dedans. Tu as combien du fil à tu mets dedans, quoi. Et certains brokers permettent d'acheter les actions en brokerage. Tu peux acheter un quart de l'action d'Amazon, euh, mais pas tous. Certains brokers permettent ça. Donc là, on a fini avec, s'il n'y a plus de questions, on a fini avec l'investissement. Hein, on a vu les rentabilités, on a vu des rentabilités intéressantes. Hein, on a vu, c'est encore là. Ça va ça veut dire, le plus paye le dialogue de 10%. Celle qui paye moyennement, voilà, paye ce genre de trucs. Et ça va jusqu'à celle qui ne paye pas du tout. Donc, vraiment, chacun
Dedans, il y a des entreprises qu'on connaît qui payent aussi beaucoup. Hein. Vous avez Hugo Boss qui paye 7-8% par an, ce genre de trucs. Donc, allons-y un peu plus vite peut-être. Maintenant, spéculation. La spéculation, c'est quoi? La spéculation, c'est une mise. C'est comme le Njambo. Tu mises sur une action, en fait, tu fais une mise, quoi. Il y a naturellement moyen de s'enrichir très vite à la bourse, mais le fait de s'enrichir très vite à la bourse aussi peut conduire à la ruine aussi très vite. Il y a des produits complexes que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui parce que sans ça, on ne va pas s'en sortir. Ce qu'on appelle les dérivés, les dérivats, c'est là. Il y a plusieurs familles de dérivés. Il y a les produits à levier, il y a les certificats, il y a les option shine, il y a il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'objets de produits dérivés qui permettent de spéculer. C'est-à-dire tu peux mettre 100 euros et mettre un levier dessus, de manière à ce que si l'action que tu suis croît de 1%, si tu as un levier de 10, tu multiplies par 10. Je ne sais pas si vous voyez un peu ça. En fait, ça ne se multiplie pas ton action. Pardon, je recommence. Tu peux acheter un produit dérivé qui suit le cours d'une action. Tu peux acheter ici un knockout avec un levier allant de 1 jusqu'à 50. Si l'action de Continental, hein, tu choisis la direction. Voilà, short long, ça veut dire que tu paries que ça va aller vers le haut. Short, ça veut dire que tu paries que ça va aller vers le bas. Et si tu prends un levier 50 et ça va 1%, l'action va 1% vers le bas, hein, alors toi, tu as une multiplication de 1% la fois 50. C'est le levier. Donc, ça veut dire que si tu as parié, si ton pari était que vraiment, je parie que ça va aller dans l'ondem de 50, et l'action va dans l'ondem à 1%, va décroître de 1%, alors toi, ton gain, c'est 50% de ton capital. Donc, si tu as même 1000 euros, en une fraction de seconde, parce que l'action varie en une journée, 1% à essayer du tout, ça peut aller à moins 1%, remonter à plus 1%. Si tu paries donc avec ce produit dérivé avec un levier de 50, quand ça va, la durée de quoi? Ça varie comme ça varie là. C'est une équation mathématique qui est derrière, qui dit que, OK, il y a beaucoup de types de produits dedans. Si tu vas maintenant dans la recherche, tu vas trouver plein de trucs. Prenons celui-ci par exemple, short. Oh ouais. Mhm. Mhm. Oui, il y a. Regarde, si ça. En fait, je ne t'ai pas expliqué l'autre côté. Si tu paries que ça va. Tu prends un Hebel de 50, c'est vraiment mathématique. Tu prends un Hebel de 50, ça va dans les deux directions. Ça veut dire que si ton pari est juste, tu as une croissance de 50%. Si ton pari est faux, tu as une décroissance de 50%. Au même moment, c'est-à-dire à l'instant T, dès le moment où l'action fait 1%, tu as une décroissance de 50%. Tu as mis 100 euros, tu te retrouves à 50 euros. Ton capital, dès que tu as mis 100, les fautes là, comme ça, là, tac, tac, blitz final. Si, dès le moment où tu paries, ton Hebel là, que tu mets ton Hebel de 50, dès que ça descend, ça va directement, tu as directement 50% sur ton capital. Si tu vends au moment là, tu récupères ton argent. Mais si tu restes dans le produit et l'action maintenant remonte
Au lieu de continuer de descendre, ça monte encore. Tu repères encore les 50% de ton. Si ça remonte de 1%, tu repères les 50% que tu avais de la somme nominale que tu avais au moment, à l'instant T. Hein? Donc, tu as T, instant T, à T plus 1, on regarde l'état de l'action. Si ça fait 1%, si tu as parié dans la bonne direction, ça fait plus 1% sur le levier de 50, alors ça te met. Tu comprends tu saisis le truc, non? C'est un pari clair. Un pari que tu fais avec un levier de 1. C'est live. C'est live. C'est pour ça qu'on utilise les ordinateurs, les supercomputers pour faire ce genre de trucs. C'est live. Tu peux aussi faire manuellement. Mais si tu n'es pas assez rapide pour cliquer, ton arme va dans le ou dans le positif. C'est live. C'est live là, comme ça là. Tu dis que, OK, j'achète le produit ici là. Donc, voici un produit ici, Société Générale. Voici un produit ici, Société Générale. Ça là, produit ici. Tac, ouvrons ça. Donc, Turbo Unlimited Short Option Shine. On stop loss level of Continental AG. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, c'est un truc illimité. Il n'y a pas de limite sur ça. Short, vers le bas, que l'action de Continental va aller vers le bas. Le nom du produit, c'est Option Shine. Le nom du produit, dérivé, c'est un produit dérivé, ça s'appelle Option Shine. Maintenant, il paraît que Continental va aller dans l'undem. Et plus Continental va aller dans l'undem, plus la valeur nominale va aller vers le haut. Donc, son basis verte, c'est Continental actuellement à 69%. C'est 69,740 €. Son levier, on a vu le levier, c'était combien là? C'était 29, je crois que c'était un levier de 29. Spread, Abstand, où est son levier? Attends, ici on voit le levier. Où le levier, Hebel. Attends, je recherche. Le levier de notre produit ici. Voilà, c'est le levier. 30 pouces, 30. Donc, et c'est live. Donc, suppose que tu mets 1000 € ici. Tu mets 1000 €. Le levier, c'est 30. Ça fait moins 1%. Le produit dérivé dit que si ça va dans l'undem, ton argent monte. C'est ça, en fait, short. Et le levier, c'est 30. Alors, si ça fait 1%, Continental, le basis verte, fait 1%, moins 1%, ton argent fait 30% en plus. Le levier, c'est 30. Live, là. C'est ça. Si tu es capable de. Effectivement, c'est ça. Tout va vite, non? C'est-à-dire que si ça fait ouh, dès que ça fait ouh, tu as le temps de cliquer. Tu peux vendre. Voici ça ici. Verkaufen. Tu cliques ici, Verkaufen. Tac. Si tu as mis tes 1000 €, ça fait 1300 €. Tu cliques ici, tu sors. Ça vend, tu sors de là. C'est tout. Donc, c'est ça la spéculation maintenant. Maintenant, est-ce que tu sais si ça va aller dans le bon sens? Tu ne sais pas. C'est seulement aussi là, comme ça, c'est le produit dérivé, c'est toi. Si tu es là, voilà, ça c'est le Jambo. C'est live, là. Voilà. Moi, je ne fais pas ça. Je connais comment j'ai un peu joué avec ça à un certain moment, mes gars, mon frère. Je ne vais pas jouer avec les deux, quoi. En principe, je peux avoir 10% en un an sur ce que je vous ai montré là, le truc, le ETFL, le fonds passif de HPAC à cela. Je préfère avoir 10% là-bas chaque année. J'attends quand ça descend à 37 €, j'achète, je dépose, ça fait 10% chaque année garanti au moins sur les prochaines années. Donc, je préfère vivre comme ça. Donc, maintenant, je vous fais une petite. C'est ça en fait la spéculation. En principe, c'est ça la spéculation. Il y a beaucoup de produits dérivés, tu peux décider de t'amuser comme ça, quoi. Maintenant, il y a une autre stratégie, spéculation. Il y a des gars qui disent que non.
eux, ils vont spéculer uniquement sur les valeurs technologiques qui viennent d'entrer sur le marché. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que sur le long terme, par exemple, Amazon a fait une croissance de 33 000%. Vous vous rappelez, Amazon, de 33 000%. C'est intéressant, non, gars? 33 000%. Ça fait combien? Je veux dire, si tu avais mis 1000 euros dedans, peut-être tu serais déjà millionnaire, je ne sais pas. 33 000%. Les mathématiciens parmi vous, les gars qui calculent très bien là. 33 000% de 1000 euros, c'est combien, gars? Euh, ouais, 33 000% de 1000 euros, c'est combien? Non, 3 000, comment, mon frère? Oui. En 3 000%, de 100% Ça fait de 1000 euros. 336 000. Ça fait 336 000. Je pense que c'est ça. Celui qui avait mis 1000 euros dedans, au départ, a 336 000 euros. C'est intéressant. Si quelqu'un a mis, tu ajoutes un euro de chaque côté, tu vois ce que ça donne. Avec un pauvre 10 000 euros, tu aurais 3 millions, 3 millions 300 dedans. Avec un 100 000 euros, tu aurais 33 millions. Donc, tu vois que là, c'est énormément d'argent. Donc, il y a des gens qui spéculent donc sur ça. Ils disent, OK, j'investis mon argent sur les valeurs, sur les entreprises technologiques qui viennent tout juste d'entrer en bourse. Donc, quand c'est encore au niveau zéro ici, là, hein, quand c'est au niveau zéro, là, quand c'est ici, à 1 euro, 2 euros l'action, il investit son argent dedans. Et il cherche comme ça, là, 20 entreprises. Il prend 100 000 euros, il met 5 000 euros par entreprise dedans. Il attend. Là, c'est aussi la spéculation. Il y a des entreprises boursières qui vont aller plight. Il y a des entreprises boursières qui vont stagner. Mais il y en a aussi qui vont faire 33 000%. Et il attend tout simplement. Si tu avais fait une stratégie, si quelqu'un a fait une stratégie comme ça, il patiente tout simplement sur le long terme. Il attend. Ça, c'est une forme de spéculation aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est voilà 2 stratégies de spéculation que je vous ai présentées. Jouer avec les dérivés, les produits dérivés. Hein, si quelqu'un a le lust, il peut faire ça. Ou euh, 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 faire une stratégie où il dit, bon, j'ai un petit 100 000 euros, j'achète 20 entreprises technologiques, je dépose. Ou j'achète 20 entreprises qui font dans l'exploration de l'or en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Tu achètes, tu déposes, tu attends. Tu attends 20 ans, tu attends 15 ans, tu attends 10 ans, tu attends 5 ans. Tu vois ce que ça donne. Donc ça, c'est des exemples de stratégies que vous pouvez faire si jamais vous êtes intéressé, vous avez senti que le risque vous intéresse. Donc, en principe, je pense qu'on a fini avec, en fait, pas que je pense, on a fini avec la partie action, marché, boursier. En principe, c'était ça l'idée de départ que j'avais de faire une petite présentation sur l'introduction en bourse. J'espère qu'avec ça, maintenant, vous avez un public de ce que c'est que la bourse, des produits pour investissement, des types de produits pour spéculation, de ce qu'on appelle le rendit, de ce que l'investissement en bourse peut procurer à un investisseur normal, hein, en gros, et tout le reste. Donc maintenant, il y a une deuxième partie immobilier. Je propose qu'on aille très vite dessus pour vous libérer et me libérer aussi. Eric a proposé qu'on entre un peu dans l'état de l'immobilier. Immobilier, quelques risques. Le risque de l'immobilier, c'est comme un peu comme ceux de la bourse. Si tu investis, sauf que dans l'immobilier, puisque l'immobilier est immobile, c'est l'endroit qui est le plus important. Si tu investis au mauvais endroit, alors tu risques, n'est-ce pas, de perdre une partie de ton argent. Pourquoi? L'Allemagne va décroître. On dit sur les 15-20 prochaines années, l'Allemagne va quitter de 80 millions à 60-65 millions d'habitants. Ça veut dire que quoi?
les villages éloignés qui n'ont pas de structure, qui sont structurés schwach, à l'est là-bas, hein, les maisons là-bas vont perdre en valeur parce qu'il n'y aura même plus de population pour habiter là-bas. Par contre, les, les, les centres, n'est-ce pas, intéressants, les centres financiers, les centres industriels qui vont survivre, qui sont forts, vont attirer justement ceux qui, dans les villages là, n'auront plus d'emploi, ils vont fuir vers la ville. Ou en principe, faire les centres intéressants, les centres, n'est-ce pas, où il y aura l'emploi en gros. Donc, par rapport à l'endroit, moi, je n'investirais pas dans des villages à l'est. Cela, le rendit est élevé. Parce que les maisons sont moins chères, les loyers sont quand même encore acceptables, ce qui fait que les rendits sont intéressants là-bas. Mais moi, je n'investirais pas. Un deuxième sur l'immobilier, c'est d'investir lors des bulles immobilières. Hein. On a eu des bulles immobilières en 2007 aux États-Unis d'Amérique qui ont explosé. Et en 2008, le prix de l'immobilier était très, très bas. C'est aussi un risque, n'est-ce pas, de l'immobilier. Bon, en Europe, il n'y a pas vraiment eu de bulle immobilière. Les prix varient cette temps à autre, mais en fait, il n'y a pas. Je ne connais pas de bulle immobilière en Allemagne depuis que j'y suis plus de 10 ans, en fait, plus de 14 ans que c'est dit. Donc, maintenant, une fois ayant parlé des risques, on peut se focuser. Je propose qu'on se focus sur le patrimoine immobilier en Allemagne. La particularité de l'Allemagne, c'est une particularité mondiale. Je ne connais pas des pays où c'est similaire, à part nos pays africains là. C'est que si tu habites une maison, habitation, si tu habites une maison toi-même, en principe, tu peux la vendre dans certaines conditions, 3 ans plus tard, et mettre tout le bénéfice dans ta poche sans que l'État ne te demande 5 francs. Oh, pardon. Et si tu fais l'immobilier pour Kapitalanlage, c'est-à-dire tu mets ton immobilier en location, en général, tu peux vendre 10 ans plus tard sans impôt. Ce qui est énorme, c'est un avantage énorme, incroyable, et qu'il faut absolument. Oui, pas trop. Ouais. Naturellement, tu ne peux pas habiter dans une maison aujourd'hui, faire 3 ans, vendre, prendre la prochaine, habiter, faire 3 ans, vendre, prendre la prochaine, habiter, faire 3 ans, vendre. Le fixe va dire que non, tu es en train de t'amuser avec eux, en principe. Bon, il y a des petits pièges qu'il faut éviter. En principe, il faut toujours, si quelqu'un a un plan comme ça, il dit mon objectif, c'est d'habiter 3 ans et vendre, il vaut mieux prendre 100 euros à l'échange de barata et il t'explique les petits pièges qu'il faut éviter à ce niveau. Bon, il faut toujours voir quand même un conseiller financier ici. Mais c'est ça la loi déjà, financier. La même chose maintenant, si tu fais un truc, tu mets un truc en location, tu peux vendre après 10 ans sans impôt. Il y a une loi, si tu as acheté 10 appartements, 10 ans plus tard, tu attends 10 ans et tu vends les 10 en même temps, 10 ans plus tard, l'État va venir te réclamer les impôts de ça. Parce qu'ils disent, OK, après 10 ans, si tu vends 3 immobiliers, en 5 ans, ça va encore. Mais si tu dépasses les 3 là, c'est mauvais. Bon, il y a quelques pièges aussi qu'il faut éviter là, mais en principe, c'est ça la loi déjà. Ça gueule pour tout le monde. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en principe, en Allemagne, tu peux devenir millionnaire très rapidement. Très rapidement. Et je souhaite qu'on prenne quelques exemples sur le Maine. Et vous allez voir que ça va, ça va peut-être, en fait, ceux qui ne sont pas encore le chef de Chavez, vont s'apercevoir que ça peut aller très vite, quoi. Donc, on ferme les pages boursières. Et on va sur Price House.
price curve. Prenons Francfort. Bonus price. So. C'est pas encore bon. Prenons Curve price Entwicklung. Immobilien, voilà. Prenons ça. Prenons ça. Voilà. Je n'ai pas encore sorry. Je n'ai pas encore le bon truc. Je n'ai pas encore le bon lien, mais je vais trouver. C'est là sur le net. Une point Francfort. Price Entwicklung. Hop. Price. Hop. So, je veux les 10 dernières années. C'est une letzten Jahren. Voyons voir si on a un truc intéressant. Voulons savoir. Normalement, Imovelt a de très bons. Je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas. Ça, c'est 2008-2018 fin. Donc, ok, bon. Prenons notre métropole. Prenons notre métropole. Et qu'est-ce qu'on voit là? On s'aperçoit que on a eu 100% d'Entwicklung, 90% d'Entwicklung sur 10 ans. Donc, celui qui a acheté à Francfort il y a 10 ans, aujourd'hui peut revendre au double du prix. C'est pas moi qui dis, c'est la statistique qui dit. Maintenant, si quelqu'un était parti, même si la personne était même partie dans le Plundem, la ville la plus démente ici, c'est le Essen, non? C'est la ville de Essen. Il n'y a pas moins que ça. Donc, si c'était Nürnberg, c'était ça. Si c'était Stuttgart, c'était 100%. Si c'était... En fait, en termes de Wahrscheinlichkeit tendancielle, c'est dans le domaine positif, très, très positif. Donc, il n'y a pas une seule ville de l'ouest de l'Allemagne, en tout cas, même à l'est, Leipzig, ça a augmenté de 74%. Les Dresden, 76%. Mais on ne parle pas là des villages. On ne parle pas là des villages, on parle quand même des villes, même de l'Est. Donc, celui qui a pris un crédit donc, en 2008 et a acheté une maison. Prenons Darlehenrechner. Baudarlehen. Non, Darlehen. Darlehenrechner. Tilgungsrechner Sparkasse. On va prendre un truc sérieux. Bon. En 2008, le team était à combien, les gars? Les anciens parmi vous. Écris seulement, même si c'est que 9% tu écris là-bas. Voilà. Bon, prenons
Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Francfort? Ils ont dit les prix on était à 2200 le mètre carré. Donc, supposons qu'on n'était pas au centre de Francfort, qu'on était à 1900 le mètre carré et qu'on a pris un appartement de, pour faire simple, 100 mètres carrés. On aurait dépensé donc pour 100 mètres carrés 190 000 euros. Supposons qu'on n'avait même pas 5 francs. Et que tu viens, tu dis au banquier que, ouais, pardon, regarde, je touche bien, mais je n'ai pas 5 francs. Je finance aussi les name costs. On dit les name costs avec le marque, on inclut le marque dedans. Ici, c'est dans le raison, ça fait 1,15 à peu près. Ça fait 15% à peu près. Inclusive Maklerkosten, Grunderwerbsteuer, tout. Ça devrait faire 218 000 euros. On prend tout ça en banque, on finance. 218 000 euros. Voilà ça. Le Zinsatz, on dit que, OK, dans le temps, j'ai des amis, moi, je n'ai pas acheté en 2008. Je ne travaille même pas encore. Mais je pense, j'ai un ami qui a acheté en 2011. Il a acheté à 3%. Donc, en 2008, je ne pense pas que ça puisse être à 9%, plus ça descend très. Attends, qu'est-ce qu'il dit? On peut vérifier. Central Bank Zinsen. IZB. On peut regarder. C'est pas caché. Tout ça. Light Zinsen. On va voir si on a la chance, on trouve un très bon graphique dessus. Oh non. Notre Bantins, on voit. Si on a 0%, ça c'est la. Notre Bantins fait pas reprise. OK. Ça va jusqu'en 2017. Donc, ici, mon ami a acheté en 2011 et a pris son crédit. Ça, c'est le février. Le bleu, c'est le février. Bon, il a pris à 3,5%. On l'a financé ici. Donc, c'est à peu près, ça passe quand même. Et cette BT à 1% à peu près en 2011. Donc, ça veut dire que si on fait un rech, nous, en 2008, celui qui a acheté en 2008 aura acheté à février, c'était à 4%, disons même 5%. Ajoutons un point dessus. On dit 5%. Je vois que c'est assez clair, non, les gars? C'est transparent. Voilà les février reprise ici. Ici, mon ami a acheté à 3,5% au lieu de 3%. Et ici, on a dit 2008, on ajoute 1% dessus, ça fait 5%. C'est vraiment assez de pouf. On met 5% dessus. Tinbit, donc 10 ans. Et on dit Tilgon, on met 3%. Et on berechnen pour voir ce que ça donne. Le monatliche rate aurait été de 1400 euros. Et le Restschuld, après 10 ans, aurait été de 133 000. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Chef, tu mets le Tilgon à 3%, c'est pas beaucoup. Mettons, pour ne pas aller trop loin, mettons 2,5. Dans le temps, en fait, à 5%, si tu ne gagnes pas à ce niveau-là, c'est pas bon. Dans le temps, quand les tilgons étaient élevés, on fait le tilgon beaucoup quand même, en principe. Les banques démarrent. Hein? Laisse alors à 3. Non, mettons même 2,5. C'est-à-dire que, mettons les worst case. Mettons vraiment les worst case, tout simplement. On prend les worst case. On travaille avec sans stress. Donc, on s'aperçoit que le crédit, où le gars n'a rien payé, c'est-à-dire que où le gars n'a rien contribué pour acheter la maison, il achète l'appartement à 190, il finance tout, il a 218, il prend 5 ans sur 10 ans, il gagne 2,5%, il paye 1300 euros par mois, il a un Restschuld après 10 ans de 150 000 euros en gros. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que le prix, 1900 euros le mètre carré en 2008. Et on nous a dit qu'à Francfort, ça fait 98%, donc 100%. Ça veut dire que quoi, ma maison que j'ai achetée, même pas, on a dit on ne veut pas acheter au centre de Francfort. En fait, Francfort, là même, les 1900 euros, c'est une moyenne dans Francfort. Donc les mauvais quartiers plus les bons quartiers.
divisé au milieu, c'est ça qui donne les 1900 euros. Non, les 2200, pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est 2200, non, la page. Ici, on était à Francfort. Oui, regarde, je ne peux pas y profiter aussi. On était à Francfort, on était à 2200. Nous, on a dit que, OK, on ne veut pas investir obligatoirement à Francfort. On dit, prends les alentours. Alentours de Francfort, on dit, OK, on est à Hanau, on est à, je sais pas moi, ou à Heimburg ici. Bon, on dit 1900. Mais on dit même qu'on ne peut pas avoir été en dessous de 4,5% des euros. Pas possible. À Francfort. Parce que partout ailleurs, même à l'Est, on était à 74%. Donc, si on en est même prenons le truc de Dresden, même. Prenons pour Dresden, l'Est là, prenons le en âme, quand on se retrouve à l'Est, on prend le RE de 76%. Donc, on dit, on avait pris 1900 euros à la base et on fait fois 1,76, ce qui est en fait en principe irréaliste. C'est normalement plus que ça. Donc, on se retrouve à 3344. On multiplie donc par nos 100 mètres carrés. C'est le prix de vente donc en 2018. On soustrait de ça maintenant le Rechtschuld. On a payé quand même, on a vécu dans la maison, on a payé pendant 10 ans, on soustrait le reste 150 000 euros. 150 000 euros. Donc, celui qui fait ça se retrouve avec un Überschuss de 184 000 euros, 400 dans sa poche, net d'impôt. Net d'impôt dans sa poche. Et ça, c'est un minimum absolu. Minimum absolu parce qu'on a pris vers des Höhung ici, de Dresden. On n'avait pas pris pour Francfort. On n'a même pas pris pour Hannover. On a pris pour. C'est-à-dire que vraiment le minimum. Je reviens dans la présentation, je dis si le calcul qu'on a fait nous permet de dire ceci, de dire clairement que celui qui a acheté juste un appartement fait un rendement de minimum de 200 000 euros sur un appartement qu'il a acheté. Donc, aujourd'hui, les crédits sont, les banques veulent financer. Il faut connaître la bonne banque. Les banques veulent financer et sont prêts à donner des crédits sans que tu n'apportes 5 francs, sans apport personnel dessus. Donc, celui qui investit donc sans acheter au-dessus du prix du marché, c'est-à-dire sans acheter la bulle, c'est actuellement quand même on a eu beaucoup d'erreurs, sans acheter, n'est-ce pas, s'il achète dans des coins assez intéressants, à un prix acceptable, à un prix fair, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas atteindre 1 million d'euros en termes d'immobilier? Moi, je ne vois absolument pas de problème d'atteindre ça. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Nous avons aujourd'hui à Francfort 4400. 4400 euros. Mais quand tu regardes sur le machin, quand tu regardes sur quand tu fouilles, tu trouves même à 3500, 4000. Si on en est même seulement 50% des euros, on ne dit pas 100%, hein. On dit 50% des euros sur 10 ans. Et que quelqu'un a acheté pas un appartement, mais qu'il a acheté un bâtiment de 3 niveaux. Ce qui est très possible avec, n'est-ce pas, le niveau de salaire qu'on a. Je peux te poser un peu quelques questions là. On reste toujours sur notre exemple là. Après 10 ans, il reste 140 quelque chose de 1000 d'euros là. Oui. Maintenant, dans le grand book, vu que la banque au départ était à 100% comme propriétaire, maintenant qu'il reste 147 000 et que la valeur de la maison est de 300 000, quel est le rapport? Quel est le rapport? Je veux dire, question propriété. À combien de pourcents la maison devrait donc appartenir à la personne qui a pris le crédit à la banque après 10%? Non, c'est-à-dire que la question, je ne sais pas où tu vas arriver, parce qu'en principe, si tu développes plus la question, je vais pouvoir mieux te répondre. En principe. Voilà, où je vais arriver, je veux savoir si tu as la main libre, tu peux faire ce que tu veux sans être contraint par la banque après 10 ans, par exemple. Je veux dire, après 10 ans, tu as pris le crédit, tu as remboursé, tu peux renégocier encore notre crédit après 10 ans
Mais à dans fait. le Grundbuch, quelle est la position de la banque dans le Grundbuch? Parce que c'est ça qui est aussi intéressant. Oui, non, le Grundbuch ne fait Quand je dis absolument dans le pas problème. Grundbuch, ça veut dire que... Le Grundbuch ne fait absolument pas problème. Pourquoi? Dans le Grundbuch, la banque va toujours, c'est toujours eingetragen 218 000 euros après 10 ans. Puisque tant que tu ne modifies pas le Grundbuch, tant que tu ne fais pas un Antrag Grundbuchamt en collaboration avec la banque, hein, pour dire que oui, ils doivent eintragen une autre valeur dans le Grundbuch, ça reste 18 000. Mais ce n'est pas problématique. Parce que, en principe, ce qui se passe, c'est quoi? Voici ton Rechtsschuld, non? Voici, c'est-à-dire que dans le Grundbuch, c'est 218 000 euros que tu schuldes dans la banque. Mais en principe, dans les Vas-y. de tout le monde, Mhm. c'est 150 000 dedans. C'est 147 000 que tu dois à la banque en pratique. Maintenant, la valeur de ta maison, c'est 300. C'est 300. On a vu combien là? 330 000 euros. 48 ou bien quelque chose comme ça. 334 000 euros. Ça, c'est la valeur de ta maison. Maintenant, si tu dis que tu veux récupérer l'argent, quand tu veux vendre, tu vas tout simplement vendre. Tu as un Zinsbindungsfrist, Zinsbindungsdauer en général de 10 ans. Et après, dans l'année là, la 9e année là, tu cherches le vendeur et tu as un Übergangsphase d'à peu près 6 mois dans laquelle tu vends et tu mets sur le notaire termine, passant quoi. Ensuite, il y a un Übergang tranquille quoi. On fait tous les papiers avant. Après, le Übergang se passe vraiment sans problème. Sans problème. Ça ne fait aucun problème. Dans ce cas-là, tu casses dans le Uberschuss. C'est-à-dire que si tu vends par 330 000, tu Comme on sors a les vu là, environ 150 000 euros, tu remets et tu as tes 150 000 euros que tu dois payer 184. peut-être encore les 25% de Non, steuer non, dessus. 0%. 0, rien. Rien du tout. Rien du tout. Ça va dans ta poche nette. Tu fais ce que tu veux avec. Steuerfrei. C'est ça qui est sucré en Allemagne. Je ne connais pas de pays développés. Steuerfrei, même pas 5 francs. Il n'y a pas de pays développé au monde que je connaisse qui fait ça. Il n'y a que l'Allemagne qui fait ça. Et j'ai un ami qui a fait ça. Un proche, même pas un ami, un frère, qui a fait ça. Il a pris 200 000 euros dans sa poche, net d'impôts. Et il m'avait, le plus embêtant, c'est qu'il m'avait dit, en 2014, il m'avait demandé, je travaillais déjà, il m'avait dit que gars, t'as pas aussi. J'ai tremblé, j'ai dit que gars, je ne suis pas sûr de jeter dans le pays ici là, gars. Je vais peut-être back. Peut-être je vais back. Peut-être je vais back là, je suis toujours là. Vous connaissez ça? Je suis toujours là, je n'ai pas bail. Mais je me suis rattrapé. Je me suis rattrapé et je suis en train de foncer dedans. Je suis en train de foncer dedans avec des amis. On a acheté, j'ai attiré des amis, on a acheté ensemble plusieurs appartements à Heidelberg, en dessous du prix du marché. En dessous du prix du marché. Je cherche ce genre d'opportunité régulièrement. C'est-à-dire que je trouve, j'appelle mes gars, je leur dis que gars, voilà l'offre là-bas. J'ai appris ma part. Si vous voulez, vous prenez pour vous. Donc, ce qu'on a fait à Heidelberg, Eric connaît le truc, l'objet. C'est bon. En ce moment-là, Eric connaît l'objet. Voilà, il témoigne. Donc, ce qu'on a fait à Heidelberg. C'est à quel coin à Heidelberg? Voilà. Pour ne même pas dire, pour dire, voilà, c'est même lui qui a montré l'objet, gars. Sauf qu'après, lui, là, on va dire qu'il a tremblé. Donc. Il a tremblé. Il a tremblé. Non, Wohnungskaufpreise. Donc, allons ici, Immobilienpreise Heidelberg. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des prix à Heidelberg d'achat. D'achat, n'est-ce pas? Attends, comme ça. Oui. En tout cas, en gros, vous voyez là une moyenne. En général, il y a 10 offres en dessous de 3 000 euros le mètre carré. Il y a beaucoup d'autres offres
qui sont au-delà. Donc, en fait, tu peux dire une moyenne quelque part ici entre 4 000 € le mètre carré. Et les bonnes que vous avez achetées là, c'était les Neubau, c'est-à-dire les Bestand Wohnungen? Non, c'est le Bestand Wohnung. Bestand Wohnung. Voilà ça. Donc, ici, en 2018, tu vois que Kaufpreis 2018, on a 3300. Et nous, on a acheté à 2500. On a acheté à 2500, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'ai pris, chacun d'entre nous a pris au moins 150 mètres carrés, donc plusieurs appartements. Donc, par mètre carré, on a fait un delta de 890. Donc, on a fait un gain d'achat à l'achat de 133 000 € sur les achats qu'on a fait. Et c'est ce qui va se passer certainement, les Wohnungspreise continuent d'augmenter, comme on a vu ici. On a vu ici 98%. Si on prend même 50% pour dire que oui, ça a déjà beaucoup augmenté, on dit bon, 50%. Dans la liste, il n'y a même pas 50%, il n'y a que SNCF qui a 9%. Tous les autres sont au-delà de 50%. On prend 50%. Les locataires sont là, ils payent normalement. Donc le crédit, eux, va baisser. Donc, par appartement, Ça je veut pense dire, qu'on pour ne pas te couper, que le rate que tu prends à la banque, le locataire te paye direct ça ou bien il faut que tu complètes encore quelque chose? Je complète un peu. Sur 10 ans, j'avais calculé, je pourrais payer. Si le locataire ne sort pas, s'il sort, je me loue plus élevé. Sur 10 ans, je paye 10 000 € à peu près. J'ai compté, non, 11 000 €. J'avais compté, j'avais calculé. Sur 10 ans, si je complète le loyer, ça fait 11 000 €. Ça, c'est sans compter même l'effet d'épargne d'impôts. Je épargne encore les impôts, puisqu'en principe, tu peux faire rejeter ça avec tes impôts privés. Les pertes que tu fais dans les appartements, tu peux faire rejeter ça avec tes impôts privés. Donc, si je fais une perte de 1 000 € par an, je peux diminuer les 1 000 €, je défalque ça sur mes impôts privés. Donc, j'ai en fait une perte sèche, disons, de 600 €. Donc, sur les 11 000 €, que je perds, que je suis censé perdre en 11 ans, tu peux défalquer 70% sur ça, 30% sur ça. Donc, en fait, ça va faire une perte sèche de 7 700 si le locataire reste dedans. Maintenant, si je vends dans 10 ans, au même prix que j'ai acheté, je vais donc bénéficier. Je bénéficie donc de quoi? Je bénéficie de ceci. C'est-à-dire que quoi? Comme vous avez vu, si on dit 5%, donc prenons un exemple rond. Prenons 100 000 €. J'ai bénéficié d'un Zinssatz de 1,37% sur 10 ans. Tilgon, on a mis Anfang chez Tilgon, disons 2%. Donc, 10 ans plus tard, je me serais débarrassé de 22% de la dette. 22%. C'est ça, non? 22% de la dette. Donc, ça veut dire que quoi? Si je revends au même prix, en supposant c'était 400 000 € en tout, l'investissement, si je revends au même prix, je mets 22% dans ma poche. Si je revends au même prix. Donc, ça fait 88 000 qui vont dans ma poche. C'est-à-dire que ça, c'est dans le pire des cas. Si ça fait 50% d'augmentation, si ça fait 50%, 1,5, j'enlève donc les 600 000 €, les 22% déjà que le locataire aura payé. On a vu que c'était quand même 88 000 €. Et je soustrais 88 000. Non, c'était 600 000 €. Donc, non, attendez. Attendez, je refais ça. Si je suppose 50% d'augmentation, c'est qui, en fait, ne va même pas arriver, parce qu'en principe, ce sera 90% sur 10 ans, certainement. Mais disons 50% pour être vraiment très, très bas. Sur les 400 000 € de prix d'achat, on a vu que 88 000, le locataire va rembourser minimum. Sur les 88 000, donc quand tu réduis ça sur les 400 000 de dette, il te reste quelque chose comme
300 combien, Eric? 400 000 moins 88. Ça fait 312. 322, non? Non, 312. 312, oui. 312. Donc, voilà donc, dans le cas hypothétique qui est d'augmentation de 50%, non, de 50%, je me retrouve avec un bénéfice net d'impôt de 248 000 euros. Si le gars, si ça monte comme on a vu ici, là, comme on a vu ici, si les statistiques, si ça se répète, que je monte à 100%, on a vu que dans toutes les bonnes villes de l'Allemagne, ça monte, ça dépassait en fait les 90%. Si dans le cas d'espèce, ça monte à 100%, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va dans ma poche? Ça fait 800 000 moins les 312. Ça fait un demi-million. Si ça se répète, ce n'est pas moi qui dis. Je veux qu'on est d'accord. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les statistiques. Donc, dans tous les cas, sur les appartements là, dans le pire des cas, on a 250 000 euros dessus. Dans le meilleur des cas, on a 500 000 euros. Maintenant, supposons que je vende ma propre maison. C'est-à-dire que là où je suis, j'ai aussi acheté. Et une acheté la maison. petite question encore. Une petite question. Bon, vas-y. Pour les, comment on va appeler ça, les instant halting costs là, tu peux est-ce que tu as une idée de combien tu peux dépenser par mois? Parce qu'on n'a pas compté ça sur le bénéfice. On n'a pas enlevé, on n'a pas dit. En principe, les instant halting costs. Ton expérience. Oui. Les instant halting costs, en fait, c'est très dépendant un peu du mythe qui est dedans. Il y a des gars il y a quelqu'un qui peut rester dans ta maison. Il fait 10 ans dedans, il ne t'appelle jamais pour dire que le truc fait gâter, le truc cool parce que lui, il est hand avec l'espèce, il repart tout lui-même, il reste tranquille. Maintenant, si le mythe n'est pas comme ça, alors tu lui fais aussi payer ça. Parce qu'en principe, en Allemagne, tu as le droit d'augmenter le loyer de 15% chaque 3 ans. 15%. Donc, si tu fais beaucoup, chaque 3 ans aussi, tu augmentes de 15% le loyer. Et il n'a pas le droit de refuser. Sans ça, au tribunal, tu le mets dehors après 6 mois. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, Inch'Allah, ça ne m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas trop parce qu'en principe, je abwäge tout simplement comment le gars réagit. Et si je vois que vraiment on ne s'entend pas bien, c'est un peu un genre. Je monte aussi. Si il appelle le Horseval, donc pour le Horseval, c'est pour tout. Je le facture aussi fort. S'il n'appelle pas, s'il est tranquille, je le laisse aussi tranquille. En principe. En fait, ma question, c'est demande ça parce que ça, c'est que si la maison est déjà un peu, si il y a peut-être 20 ans, 30 ans d'âge comme ça veut dire normalement, à tout moment, il peut y avoir quelque chose qui se gâte. Oui. Le toit, tu peux même changer le toit. D'accord. Oui. Bon, regarde le truc. Le Inch'Allah, ton truc là qu'on fait, pour les trucs communs, le pire qui puisse arriver, c'est le DAR. Il faut faire changer le DAR complètement. Le DAR, c'est family house. Tu peux changer ça. Tu peux aller de 150 à 150 000 euros. Dans l'objet, il y a combien? Il y a, laisse-moi réfléchir, il y a 33, divisé par 3, ça fait 3. Il y a 33 appartements. Il faut rénover tout le DAR complet. Donc, prenons 150 000. Ça, c'est le prix des cas. Hein. Divisé par 33 personnes. 33 appartements. Ça fait 4 500. Chacun paye 4 500. Et quand c'est comme ça, le Horseval, le Gemeinschaft prend un crédit en banque. Et le crédit là, c'est pour faire donc on prend une partie dans le Rücklage qu'on a. Donc, il y a 50 000 euros de Rücklage, on prend ça. Et le reste, on fait un gros tout le Gemeinschaft. Maintenant, si tu dis, on a pris 150 000 euros et on occupait 50 000 euros de ce qu'on a à cotiser. Ça fait un crédit de 100 000 euros divisé par 33, donc ça fait donc 4 500 fois 2 tiers. Fois 0,2 tiers, c'est combien? 6. Ça fait 3 000 euros.
Ça fait donc dans le pire des cas, la pire des choses qui puissent arriver, c'est que j'ai un crédit de 3 000 euros là-bas, dessus l'histoire là. Tu vois la pire des choses qui puissent arriver. En termes de hauteur, c'est la pire des choses qui puissent arriver, pas plus que ça. La porte peut se gâter. La porte, c'est quand même 1 000 euros. Il faut une porte allemande fait combien de temps? Est-ce que tu connais, depuis que vous êtes dans ce pays, vous connaissez un appartement dans lequel vous entrez où on a changé la porte? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de petites peurs qu'on a souvent là, mais en principe, c'est parce qu'on n'est pas dans la réalité, n'est-ce pas, de ce genre de truc. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui puissent se passer. Depuis que vous êtes en Allemagne, là, vous avez déjà causé quel Schaden, à part le feu, vous avez déjà causé quel Schaden dans les appartements des gens? Non, je veux dire, franchement, entre nous, je suis 14 ans, 15 ans en Allemagne, je n'ai jamais vu, j'ai déjà brûlé la cuisine au Wohnheim. Mais ça, c'est le Feuerschaden, c'est assuré. S'il n'y a pas le... Tu prends les Versicherungen pour tout ça. Non, c'est standard, c'est standard. C'est même pas toi qui fais, c'est déjà dans le Hauswald, tu prends tout ça dedans. Les Feuer, machin, tout est dedans. Même les Hagel, Versicherung, Feuer, Versicherung. Même si le Hagel vient là, ça détruit le toit, c'est assuré. Le Feuer, c'est assuré. Les inondations, c'est assuré. Tout est assuré en principe. Tous les trucs principaux risques sont assurés. Tu as le vieillissement des trucs. Comme je l'ai dit, le pire des trucs qui puisse arriver, c'est le toit. Le toit est vieux. L'eau commence à suinter là. Tu dois renouveler tout le toit. 150 000 euros. En général, ce n'est pas plus que ça pour les mères familles de cette dimension. Souvent, c'est même 70. La pire des choses, on a calculé, on a vu que c'est un Schaden de 3 000 euros. Le crédit est pris par le Gemeinschaft et tu payes ça sur 10 ans. Tu divises, ça fait 300 euros par an. Ça fait 25 euros le mois. Bon, car je peux supporter payer 25 euros le mois pour gagner 400 000 euros après, ou 100 000. Donc, en principe, j'ai été très sceptique moi-même. Quand en 2014, on me demande d'acheter, j'étais très sceptique. Je disais, oh, vraiment, si ceci se passe, si cela se passe. Mais en principe, dès que mon ami là, mon frère là a vendu son truc, il a mis 200 000 euros dans sa poche, j'ai compris. C'était bolé. J'ai commencé à chercher, j'ai baillé ma maison, j'ai acheté des appartements là et je continue de chercher. Dès que je trouve un truc bon, j'achète, je colle mes potes. Je dis que, gars, voilà l'objet là, c'est bon, prenez aussi. Celui qui veut prendre, celui qui dit que, gars, j'ai peur, il attend aussi. Quand je vais vendre dans 10 ans, je vais lui dire que, gars, j'ai vendu, j'ai fait 500 000 euros. Le gars va aussi courir acheter pour lui. Bon, 10 ans seront passés, quoi. Donc, en principe, aujourd'hui, on a les contacts bancaires qui nous permettent, dans les 400 000 euros que j'ai pris, je n'ai pas mis 5 francs dedans. Je n'ai pas sorti 5 francs pour mettre dedans. 5 francs, je n'ai pas mis 5 francs dedans. Donc, aujourd'hui, on a les contacts bancaires qui permettent en fait, si la bonité est bonne, hein, je veux dire, si tu as un faux crédit de haut taux que tu as négligé, il t'a salé la choufa, c'est que tu ne pourras pas prendre. Quoi. Mais en principe, si la bonité est normale, aujourd'hui, on a des contacts bancaires dans le Rhein-Main-Gebiet, dans le Kreis, Heidelberg et autres, Mannheim, tout ça. On a des contacts bancaires qui permettent à quelqu'un un académicien qui travaille, d'avoir son crédit sans mettre 5 francs dedans. Bon, en attendant, on va voir ce que la crise ici va donner. Mais en principe, c'est ça, en fait, le truc, quoi. Question? Oui. Moi-même, pour te dire vrai, au moment où je prenais ce crédit, j'avais le privat d'Allen. On regarde, faut pas t'inquiéter pour ça, gars. Le truc est que j'ai un petit frère. J'ai un petit frère qui a pris. Il avait un privat d'Allen. Il a acheté une voiture, je crois de 8 000 euros comme ça. Il avait un Rechtschuld de peut-être 5 000 euros comme ça. La banque a pris ça. Elle a mis ça sur le crédit de la maison. Donc lui, il n'a même plus de privat d'Allen. On a libéré de ça. Et le privat, le d'Allen de la maison, naturellement, c'est le locataire qui paye, en principe. En gros, c'est ça. Donc. Non, parce que généralement, en fait, c'est que peut-être à la fin, ce n'est même pas que c'est un inconvénient, c'est juste de pouvoir bien rationaliser, sorte que si le locataire paye et que tu ne te retrouves plus peut-être en train de payer, je sais pas, peut-être 300 euros de plus, ou bien, je sais pas quoi.
Donc, que ce soit vraiment minime, ce qui sort de ta poche. Comme par exemple, tu dis que tu n'as donné aucun rien capital et maintenant c'est le locataire qui paye la grande partie et que tu dois donner 100 euros. Là encore, c'est compréhensible. Oui. C'est un très bon Suppose, investissement. suppose même que je paye 200 euros. On donne 200 euros, non? Fois 12. Ça fait combien? 2400 fois 10 ans. Ça fait 24 000 euros. Ça fait 24 000. Voilà. Donc, si je supporte comme ça, en ça, c'est supposer que le gars ne sorte pas de la maison. C'est en supposant que je ne fasse pas de mon droit en Allemagne d'augmenter le loyer chaque 3 ans. Ce qui, en fait, si je paye déjà, je vais augmenter après 3 ans. Et lui va comprendre aussi que j'augmente. S'il ne comprend pas, on se retrouve au tribunal, il sort après 6 mois ou 8 mois. Bon, en tout cas, ce sera toujours mieux. Donc, dans le pire des cas, suppose que je paye 200 euros, ce qui n'est pas le cas. Suppose que je paye 200 euros, ça fait 24 000 euros l'année, après 10 ans. Compare ça avec les autres sommes. On a calculé tout à l'heure, on a dit dans le pire des cas, si je vends au même prix, je fais 88 000 euros de différence. Est-ce que dans 10 ans, les immobiliers, dans une ville comme Heidelberg, seront au même prix? Je peux presque mettre ma main à brûler au feu que ce ne sera pas le cas. Non. Donc, si même c'est au même prix, je fais 88 000, tu fais la différence entre 88 000 et 24 000, tu vois que j'ai toujours un bonus de plus de 60 000 euros qui vont dans ma poche sans impôt, net d'impôt. Donc, quelle que soit la manière dont tu calcules, si le bâtiment brûle, l'assurance me rembourse. Si la tornade vient, ça renverse le truc, l'assurance est dessus. Si je calcule comme cherche le truc que tu veux, quoi. C'est-à-dire que cherche le cas que tu veux, complexe comme tu veux. Et il y a très peu de cas dans lesquels je suis une demande dedans. Très peu de cas. Très, très peu de cas. Donc, en principe, qu'est-ce que je reviens dans la présentation très rapidement et je pense qu'on va certainement finir là-bas. C'est de dire, OK, est-ce qu'il est possible d'avoir 1 million d'euros net d'impôts grâce à l'immobilier? Est-ce qu'on peut répondre à cette question aujourd'hui? Tu viens de nous démontrer plus ou moins. Voilà. J'attends les arguments contraires qui vont me montrer que non, tu ne peux pas devenir. J'attends que quelqu'un me propose les arguments, je vais argumenter. Donc aujourd'hui, si tu as quelques investissements comme ça, tu prends avec, si tu as les contacts bancaires qui vont avec, tu prends un bâtiment aujourd'hui à Francfort, dès que qui est juste un peu à l'équilibre. C'est-à-dire que tu ne payes pas trop en top. Tu payes peut-être 100 euros dessus. Tu prends un bâtiment de 500 000 euros. La valeur double, comme on a vu, dans 10 ans. C'est 1 million d'euros. Tu revends après dans 10 ans, tu as presque 1 million d'euros en poche. Si c'est un bâtiment d'1 million, 2 millions 5, tu peux toujours prendre. Tu prends 1 million 5. Dans 10 ans, tu es millionnaire, tranquillement. Le truc, c'est que tant que quelqu'un n'a pas vu ça lui-même, de ses propres yeux, c'est un peu difficile, c'est un peu un genre, c'est un peu difficile à croire. Mais moi qui ai déjà fait le tour, tu vois, moi qui ai fait le tour, j'ai un ami qui m'a dit, il y a 2014, il me dit, ah non, j'ai pris mes appartements là, prends aussi ta part. Comme ça, là, quand tu vas vendre dans 10 ans, tu auras là dans ta poche bas. J'ai dit que, gars, je ne suis pas sûr de rester dans le pays ici, là. Peut-être je vais descendre au pays. Peut-être je vais finir, continuer au pays. Je suis toujours là. Est-ce que je vais descendre dans 3 ans? Je ne vais certainement pas descendre, à moins que le pays se devienne un genre, mais je ne crois pas. C'est peu probable. Dans 10 ans, il sera encore ici. C'est plus probable que je sois ici dans 10 ans que je sois au Cameroun. Même si je suis au Cameroun, je vends, c'est toujours net d'impôt. Ça va dans ma poche. C'est pas moi qui fais Valton la maison. Il y a un Hausmeister pour ça. C'est pas moi qui fais le Verwaltung des Miete de la maison. C'est des Vermieter de la maison. C'est le Hausverwaltung qui fait ça. Donc moi, j'ai seulement la correspondance avec eux. Je les paye l'argent. Et tout est tranquille, quoi. Donc, en principe, celui qui s'investit un peu qui prend un peu de temps pour investir dedans et qui a, les bons contacts. Parce que si tu n'as pas le bon banquier, si tu vas chercher, si tu vas, n'est-ce pas, vers le mauvais banquier, il va te demander d'apporter 50%, 40%, 30%. Tu ne vas pas financer la maison. Tu ne finances pas, tu n'as pas la maison. Tu n'as rien dans 10 ans, ça c'est clair. Donc, généralement, tu travailles avec quelle banque? Non, il y a beaucoup de banques, ça dépend vraiment de l'objet. Si, mais les Sparkasse, c'est toujours de bonnes adresses en général, mais pas toutes. Ça dépend vraiment de l'objet, de l'endroit, tout ça.
En principe, si vous avez des trucs, si vous avez des gars, je ne cache pas mes contacts, hein, je suis vraiment ouvert. Eric me connaît. Si le gars a son immobilier qu'il veut acheter et que c'est dans le Rhein-Main-Gebiet, c'est dans le Rhein-Main-Gebiet ou c'est dans le Großraum, Mannheim, Heidelberg, tout ça, vous m'appelez. J'ai mis mon numéro là au début. Ou vous passez par Eric, il a mon numéro, il donne le numéro, vous m'appelez et je vous donne le contact bancaire qui passe, quoi. Je n'ai rien à cacher ou à gagner dans le Vermittlung du contact du banquier. Donc voilà mon numéro. Vous pouvez appeler. Non. Comme je dis, moi je suis à la recherche. Moi j'ai un plan d'action très clair. Il me faut acheter un certain nombre d'immobiliers cette année. Cette année-ci encore, avant que ça ne finisse. Je vais acheter. Si vous êtes chaud, le jour où je trouve quelque chose de bon, j'appelle Eric. Je lui dis que, gars, voilà l'objet, j'ai pris ma part sur ça. Celui qui veut prendre pour lui, prend pour lui. Si vous êtes chaud, je vais vous mettre dans mon groupe. Et le moment venu, donc, s'il y a un truc, je vous passe. Je fais ça plus ou moins déjà. Je veux dire, c'est un peu. Je force vraiment dans le domaine actuellement, quoi. Je fonce vraiment dans le domaine actuellement. Et. Donc, merci, en tout cas, je suis intéressé de toutes les façons. Mec Manchon, hein? Mec Manchon. Non, bon, le truc est que, gars, vraiment, cette histoire-là, juste s'asseoir et faire. Juste s'asseoir et faire. Ou connaître les gens qui sont capables d'avoir les bons contacts et de trouver les bons objets et de trouver les financements qu'il faut. C'est le banquier qui est la clé. Hein. On peut avoir plein d'objets là, si tu n'as pas le banquier, ça ne sert à rien. Et comme je dis, le fait d'avoir les crédits privés n'empêche pas ça. Parce que tu peux avoir le crédit privé, on met même ça sur la maison. Ça fait que tu es libéré même de ton crédit privé. Tu payes un rat de la maison tranquillement. Et ça te enchule même. C'est un peu ça. Question? Vous avez encore des questions, les gars? Ok, pas de questions. On a compris à notre niveau, Eric. Pas qu'on peut tout comprendre en même temps comme ça. Là. Bon, on a compris l'essentiel quand même pour le moment. Je crois que s'il y a des questions, on peut revenir à nos qui nous expliquent encore plus. Quelqu'un qui a Voilà. Voilà. Ok. Non, j'ai compris que, voilà, en gros, vous êtes intéressé J'ai une quand même. question là. Oui, vas-y. Mais si quelqu'un voulait prendre un truc pour habitation, tu le conseilles d'aller jusqu'à combien? N'est-ce pas, si tu touches 10 000 euros net, tu peux même aller jusqu'à 3 000 euros de mois, non? Je demande, la dernière fois, quand j'avais de temps en temps, quand j'avais le temps, généralement quand j'ai le temps, il y a deux groupes de personnes que j'aime déranger, c'est les banquiers et les assureurs. Parce que pour moi, c'est les plus gros frappeurs. Donc, à l'époque, quand il y a peut-être 2 ou 3 ans, je suis allé rencontrer un banquier pour me renseigner par rapport à un objet qui était virtuel. Je n'avais pas encore. Quand je suis sorti de là, c'était une histoire où si je devais signer le contrat avec lui, en principe, c'était le genre où je n'avais plus un espace pour économiser, pour mettre 1 euro de côté. Le genre où si tu t'amuses, même que le mois, si vous dépensez 50 euros de plus pour la nourriture, tu es dans le PB, quoi. Non, en principe, c'est quoi? Les Camerounais, nous, les Camerounais, on a dû aux histoires, à nos obligations souvent au pays. On a souvent beaucoup de charges. On a souvent beaucoup de charges. Je ne suis pas différent. Mais comme j'ai dit, j'ai réussi à financer ça, plus de 400 000 euros de crédit, sans mettre 5 francs dedans. Donc, maintenant, la banquière, comme c'était un truc à blague, j'aurais pu me financer jusqu'à payer seulement les Tinsen. C'est-à-dire que j'aurais pu dire que non, je ne paye même pas de Tilgong, je paye seulement les Tinsen de 1,37%. Ça fait que j'aurais eu, en principe, une charge, n'est-ce pas, de. Si tu fais 400 000 euros, Eric,
1,2% de 400 000 euros, c'est combien? C'est 8 000 euros l'année, non? 8 000 euros l'année, ça fait 700 euros le mois. 720. Bon, tu vois, donc, si déjà nos loyers, je ne sais pas combien vos loyers sont, même mon loyer avant d'acheter la maison était à 1000, plus de 1000 euros, jusqu'à 1100 comme ça. 3 chambres, un salon. Et même pas au village, en fait, à Maïnachaf, derrière à Schaffenburg là-bas. Donc, en principe, je pense que vos loyers sont au niveau de 700 euros là au moins 20. Donc, il y a des options comme ça. Mais moi, en fait, c'est que si tu n'as pas un banquier, il y a des banquiers qui sont là pour suivre. En fait, il y a des banquiers qui ne sont pas flexibles. Je me rappelle, je suis allé il y a une banque là, je ne sais même plus comment ça s'appelle, une fausse banque là aussi comme ça. Je suis allé là-bas. Le gars m'a dit que je dois apporter d'abord tous les Kaufnebenkosten s'il va acheter une maison. J'apporte d'abord tous les Kaufnebenkosten. Ensuite, j'apporte au moins 10% de la valeur de la maison. Dans le temps, je voulais financer un truc de 300 000 euros. Donc, il me demandait d'apporter 45 000 euros d'abord pour les Kaufnebenkosten parce qu'il y a le marque là, ça fait 15%. 15% de 300 000 euros, ça fait 45 000 euros. Il me demande d'apporter 45 000 euros plus maintenant 10% de 300 000 euros, ça fait 30 000 euros. Ça fait combien? Ça fait 75 000 euros qu'il me demande d'apporter. Bon, ça, c'était un banquier. C'est un banquier lambda. Il y a beaucoup de banquiers chez qui vous allez, vous asseyez, ils vont vous dire des trucs comme ça. Apporte 75 000 euros. Moi, j'ai 75 000 euros. Je n'ai pas 75 000 euros là où je suis là. Si le banquier qui m'a financé les 400 000 euros là, pour les appartements me demandait 75 000 euros, je ne pouvais pas payer. S'il demandait même 50 000, je ne pouvais pas payer. Donc, en principe, c'est un peu ça, quoi. Il faut le bon contact bancaire. Il faut le bon objet qui est à un prix acceptable, un prix fair. Et 2, il faut le bon contact bancaire qui permet de faire la transaction. C'est le banquier qui rend quelqu'un riche, c'est pas autre chose. Si le banquier chez qui j'étais ne finançait pas, je ne pouvais jamais avoir les appartements là. Et dans 10 ans, je ne pourrais pas faire mon quart de million, mon demi-million. C'est clair. C'est le banquier c'est l'argent qui parle. C'est celui qui a l'argent qui est puissant. Donc, en principe, c'est ça. Il faut le banquier. Donc, pour revenir à la question même concrète, tu disais que je conseille d'aller jusqu'à combien? En général, on dit qu'il ne faut pas aller à plus du tiers pour sa propre maison. Il ne faut pas aller à plus du tiers des revenus nets. Ouais. Un revenu familial de 3 000 euros, en général, il ne faut pas dépasser les 1 000 euros de crédit, quoi, de crédit net. Voilà, certainement. Ok, donc tu vois. Eric, pas ça, Eric, il y a les banquiers qui te vont signer. Je te parle comme ça parce que moi aussi j'ai eu un cas comme Gabriel là. Le gars voulait que je signe un truc qui allait me suicider. Il y a des gars, comme on dit, il faut seulement être attentif parce qu'après, si tu signes, tu as signé. Moi aussi, j'ai eu pratiquement un cas comme Gabriel. Enfin, dans mon cas, c'était une Sparkasse. Ils avaient encore contacté notre banque. C'était LB Bank qui était un autre montage. Il fallait que je fasse d'abord un bauche pour faire track. Et c'était assez compliqué. C'était vraiment compliqué. Non, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de types de banquiers. Les banquiers qui veulent s'enrichir parce que le bauche pas fait track là, ils ont des commissions derrière, tout ça. Bon, il faut être dans mon truc, il y a zéro bauche pas fait track derrière. C'est un crédit pur. Tinzat, c'est assez acceptable. Pas de capital. Voilà quoi. Et en plus, j'ai un Abdichoron derrière. J'ai demandé que la banquière me donne l'argent des rénovations déjà.
Donc, sur mon compte, j'ai l'argent des rénovations par rapport à cet appartement. Donc, quand le locataire va sortir, j'aurai la possibilité de rénover l'appartement et de louer beaucoup plus cher. Et si la crise vient, c'est-à-dire que si je deviens même... Elle a introduit ça dans le crédit ou bien? Tout à fait, très exactement. Dans le crédit, j'ai demandé qu'elle mette dans le crédit, elle a mis dans le crédit. Bon. Si, prenons le cas, des cas, comme tu disais là, la crise vient, mon employeur me met dehors. Je touche 67% de mon salaire pendant 1 an. Donc, je ne pourrais peut-être plus payer les 100, 200 euros qu'il faut payer chaque mois. Supposons que je ne puisse pas payer. Je peux prendre l'argent des rénovations là et compléter ça avec un an. Si le gars même ose fallen, si le gars, n'est-ce pas, décide qu'il ne paye pas et que je dois le traîner en justice pendant 1 an, je peux prendre cet argent-là, je fais ça avec parce que ce n'est pas très bon. Dans les rénovations que j'ai prises, je peux faire de ça ce que je veux. Si je veux, je pars au Cameroun, je mets la fondation de mon bâtiment avec. Je monte ma petite jolie villa là-bas avec. Mais bon, je préfère laisser ça sur le compte là et je garde ça, n'est-ce pas, comme agent de guerre. Si jamais le locataire ne paye pas, je fais le procès avec lui, je le mets dehors. Si jamais, non, c'est ça, il y a là des éventualités qui sont là et je conseille vraiment si quelqu'un fait un truc comme ça, et voilà, d'avoir quand même une petite caisse de guerre là, de manière à ce que si quelque chose se passe, tu réagis. Tu ne sois pas en train de trop souffrir. Donc, en fait, en principe, l'investissement est là. Les locataires vont payer. Je vais payer un peu au début. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard maximum, je monte un peu le loyer. Ça baisse mes charges. Ensuite, je rénove. Et il y a beaucoup d'autres trucs. Hein. Il y a beaucoup d'autres trucs. Je vous ai... Attends, il y a encore une page là. Il y a une page. Vous voyez encore mon écran là. Il y a quelques hacks. Il y a quelques hacks. Hack 1 et 2. En principe, mais je préfère vraiment ne pas aller dans ces détails. Si ça, on va finir avec. Il y a la possibilité d'augmenter son salaire netto. Quand tu as l'immobilier, il y a la possibilité de récupérer ses impôts grâce aux rénovations après 1 an. En fait, le moment de l'achat et 3 ans plus tard. Tu peux récupérer beaucoup d'impôts avec ça, quoi. Donc, il y a beaucoup d'options. Mais ça, je préfère vraiment vous. Si quelqu'un est intéressé, la personne peut me contacter, on en parle, quoi. Je vais pas. Sans ça, on va passer toute la soirée aujourd'hui à parler de ça. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour. On a fait quand même un bon. Je pense. Moi, j'espère. Hein. Je ne sais pas si vos attentes ont été plus ou moins satisfaites par rapport à la conférence. En fait, de ma part, je pense que ça a été vraiment toutes mes questions. Tu les as répondues et ça donne encore plus, je veux dire, la détermination de plus m'informer et de m'engager un peu plus. Ouais. Merci vraiment. Merci beaucoup pour tout ton temps et de toutes tes explications. C'est vraiment... C'est bon, merci. Merci beaucoup parce que c'est vrai que j'ai mon pote qui me parlait de ça depuis. Je crois qu'il a pris sa maison, ça fait 5-6 ans par là. Oui. Alors? Moi, Oui, donc, mon souci le plus particulier, c'est comme tu le disais, là, trouver le financement. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours bloqué à ce niveau où il faut, moi, toujours demander que d'apporter toujours un eigen Anteil, quoi. Et je ne sais pas, pour se faire, je peux dire, la vitamine B, c'est comment? Tu es allé dans plusieurs banques ou bien on t'a mis en contact avec la personne? Après, c'est j'ai fait tu 2 comprends ans. le- J'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans pour trouver J'ai le fait bon, 2 ans le pour bon trouver le comptable comprends, bancaire. bon comptable bancaire. Wow. Donc, en principe, ce n'est pas facile, mais on finit par trouver. Donc, Tu veux, non?
Il y a des contacts familiaux de dehors qui sont très puissants. Il y a des gars dehors qui sont très puissants pour le financer. Et je parle quand ce n'est pas égal à Volksbank n'est pas égal à Volksbank. Deutsche Bank n'est pas égal à Deutsche Bank. Comme je dis, ça dépend des gebiets. C'est-à-dire, si tu trouves un truc ici, à Mannheim, c'est différent. Et si tu trouves un truc à Hambourg. Donc, mais, comme je dis, je suis ouvert. Si tu as un objet chaud là, tu peux me contacter. Si moi-même j'ai un objet chaud, je peux aussi, si vous êtes intéressé, je peux vous contacter, vous dire que, gars, voilà le truc là-bas, voilà le bâtiment là-bas. J'ai pris 2 appartements dedans. Si tu veux, tu prends aussi ta part. Et je te donne en même temps aussi le banquier qui m'a financé. Ça, en principe, c'est là la clé. Celui qui est chaud, vous avez mon numéro là, vous m'envoyez un SMS. Le moment où dès que j'ai un objet intéressant, je vous balance aussi, quoi. Vous passez par Eric, Ima. Ou en WhatsApp, ouais. Non, je disais merci parce que Ok, je suis d'abord. j'ai eu beaucoup plus d'infos par rapport qui ont complété un peu ce que j'avais dit jusqu'ici. Ok, non, vraiment. C'était avec plaisir. Comme je dis, voilà mon contact. Je suis sur WhatsApp aussi ou par SMS. Vous pouvez m'avoir à tout moment. Je suis vraiment ouvert et on peut continuer la conversation à tout moment. Et si j'ai des trucs intéressants, je vais venir vers Eric. Si après il y a le reste, il peut aussi vous balancer, quoi. Là, si vous êtes intéressé, bon, vous investissez aussi, quoi. Si vous n'êtes pas encore convaincu, vous attendez 10 ans. quand Eric aura son argent net, vous allez dire que j'ai investi aussi ma part. Bon, les 10 ans seront passés, quoi. Bon. D'accord, vraiment, les gars, c'était un plaisir aussi de vous avoir eu là. C'était très interactif. On a eu le temps de bien échanger, je pense. Et vraiment, si vous voulez des approfondissements, on peut le faire vraiment aussi en privé, je pense. 15-20 minutes, on parle, quoi. Si vous avez des questions, vous avez besoin de contact, je suis ouvert. Donc, sur ce, vraiment, je propose il est à 20h bientôt, là, dans 2 minutes. Je propose qu'on arrête pour aujourd'hui. Voilà, qu'on arrête pour aujourd'hui. Voilà. Et qu'on reparle Nak Bedav, quoi. Et pour la docu, on fait comment? Tu nous envoies, on te passe nos emails ou bien tu envoies Eric, ça se passe comment? Disons que celui qui veut le lien m'envoie un petit. Je vous mets mon email là. Je dois encore au point .fr. Je dois mon email. Celui qui est intéressé, je m'envoie soit un WhatsApp, soit m'écrit un petit email là. Je lui balance un lien vers la vidéo peut-être ou le texte. Dites-moi seulement. Ok les gars, vraiment, bonne soirée à vous, hein, et on s'appelle, on dit entre-temps. Merci beaucoup et bon week-end. Ok, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Ouais. Merci, bonne soirée. Ciao. Tu fais caca? Tu fais caca dans le pantalon, monsieur. C'est que c'est fini pour toi.